Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Boris Vallaud, député PS des Landes et président du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Le Parti Socialiste en mode un peu vaudeville, avec l'élection sur fond de crise, les clans forts et Maillard-Rossignol plus divisés que jamais. Nous allons l'évoquer, comme nous allons parler aussi de la réforme des retraites avec les nouvelles mobilisations attendues et le gouvernement qui reste déterminé à 64 ans. Boris Vallaud, avant d'aborder ce climat social, donc arrêtons-nous un instant sur la tempête qui souffle sur le PS. Vous êtes dans le camp d'Olivier Faure. Où est-ce qu'on en est ce matin et comment sortir de cette mauvaise passe? J'ai vu qu'il y avait eu des propositions hier d'Olivier Faure à Nicolas Maillard-Rossignol qui visiblement ne les acceptent pas. D'abord dire que moi je suis comme tout un chacun et comme je crois l'essentiel, si ce n'est la totalité des militants socialistes, je suis triste de ce spectacle affligeant que nous donnons de nous-mêmes au moment de se mobiliser sur des causes qui sont plus grandes que nous. Aujourd'hui, moi, le message qui est le mien, comme président d'un groupe où il y a des soutiens de Nicolas Maillard-Rossignol et des soutiens d'Olivier Faure et qui travaillent en bonne intelligence ensemble depuis 6 mois dans le cadre aussi d'un intergroupe qui est fructueux, qui n'est pas une camisole, mais qui est un cadre de travail collectif pour la gauche. Je dis halte au feu. Je dis maintenant, il faut retrouver la raison, retrouver de l'écoute les uns pour les autres. J'ai compris que le scrutin était contesté. Il y a eu des votes sur les orientations politiques, sur l'émotion, qui ont mis Olivier Faure devant Nicolas Maillard-Rossignol de façon assez significative. Ouais, mais enfin bon, vous avez vu, il y a eu des soupçons de fraude. Laissez-moi aller au bout. Et elles sont condamnables d'où qu'elles viennent. Et vraiment, moi, j'ai de l'écœurement quand j'entends cela. Je dis aujourd'hui, Olivier Faure a la légitimité pour conduire ce qui doit être un collectif. Et j'insiste sur ce sujet, un collectif. Nous devons nous rassembler, nous travailler ensemble. C'est ce que nous demandent les militants. Eux, ils se disent, mardi prochain, on a une deuxième mobilisation sociale sur les retraites. On y va comment ? On n'y va pas, on y va à reculons, on y va la tête baissée. Je veux dire, ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est de trouver des solutions. Nicolas Maillard-Rossignol, Hélène Geoffroy, Olivier Faure ont passé, je crois, 2h30 ou 3 heures ensemble hier. Ils ne se sont pas entendus, mais ils se sont parlé. Ouais. Et ça, c'est déjà, à mon avis, positif. Ils doivent se revoir. Chacun doit comprendre que d'ici le congrès qui se tient à Marseille, il faut avoir donné des signes de ce rassemblement. Je le crois possible. Je sais que c'est la volonté d'Olivier Faure, mais c'est surtout l'exigence de beaucoup de militants. Voilà, on ne peut pas... Donc il pourrait y avoir quoi? Une direction collégiale? Écoutez, il y a, je crois, Olivier Faure qui a la possibilité de conduire ce que moi j'appelle un collectif. Dans quelle modalité? On a, vous savez, des secrétariats nationaux, des responsabilités diverses et variées. Il faut que les uns et les autres, on soit impliqués pour faire du Parti socialiste ce qui n'aurait jamais dû cesser être. C'est un parti qui se met au service des classes populaires et des classes moyennes dans un moment où c'est elles qui vont passer à la caisse des réformes du gouvernement. Moi, c'est ça. Moi, je ne me suis pas engagé, si vous voulez, pour que nous soyons recroquevillés sur nous-mêmes et que, en réalité, nous parlions de nous. Au contraire, il faut parler des gens, de la vie des gens, de ceux qui ont leur travail pour vivre, quand ils ont un travail, quand ils arrivent à en vivre. Mais Boris Vallaud, est-ce que c'est pas la semaine où tout peut se jouer pour le Parti Socialiste, se réveiller en quelque sorte pour s'entendre, comme vous dites, il faut qu'ils se donnent des coups ou alors au contraire se disparaître, dissoudre, ne plus exister, aller vers la nupe? Parce que certains disent sur la ligne de Nicolas, la disparition n'est pas une option. La disparition n'est pas une option. Ce serait irresponsable, ce serait dangereux, pas pour nous-mêmes. Je veux dire, à un moment donné, on doit se poser quelques questions simples. Pour qui on se bat? Pour qui on s'engage? Voilà. Pour celles et ceux qu'on a applaudis à 20h, celles qui ont tenu le pays debout, celles qui vont passer, je le redis, à la caisse du gouvernement. Tous ceux qu'on a applaudis à 20h et qui vont rembourser le quoi qu'il en coûte. C'est ça. Pourquoi on doit être mobilisé? Et donc, la responsabilité des uns et des autres, sous l'égide d'un Olivier Faure qui doit ouvrir les portes et les fenêtres, faire travailler le Parti Socialiste, associer toutes les sensibilités, c'est maintenant. Oui, mais
C'est maintenant. Boris Vallaud, oui, mais certains, notamment ceux qui sont sur la ligne de Nicolas Mayer-Rossignol, disent on veut exister en tant que socialiste et ne pas être dissous dans la NUPS. Ce que propose un peu Olivier Faure, qui est sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon et de LFI. C'est ce qu'ils défendent, quoi. Ils disent on n'a pas les mêmes valeurs. Mais personne ne suggère la dissolution dans quoi que ce soit. Je l'ai dit, je suis président du groupe socialiste. Toutes les semaines, je travaille dans l'intergroupe. Nous avons mené avec nos autres partenaires de gauche, comme nous l'avons fait longtemps dans l'histoire, des combats communs. Nous le faisons contre la réforme des retraites, contre cette mesure qui est une mesure injuste. Et puis nous sommes socialistes, pleinement socialistes dans cette union de la gauche. Et depuis 6 mois, nous avons eu la liberté, l'autonomie, à la fois de construire ensemble avec nos partenaires des combats communs, je l'ai dit, mais aussi d'affirmer de la singularité lorsque nous en avions, et parfois même des désaccords. Je crois que c'est ça la richesse, c'est quand une union est une addition. Et c'est pas, j'allais dire, dans le pugilat qu'on se renforce, c'est dans le travail. Alors, plutôt que là, finalement, de façon désenchantée, de baisser les bras, il faut se retrousser les manches. Et je crois que c'est possible. En tout cas, je pense que c'est l'exigence. Et pour ce qui me concerne comme président d'un groupe avec des personnalités, des sensibilités, des soutiens différents, vous avez par exemple Valérie Rabault qui est avec vous, qui n'est pas sur la même ligne que vous à l'Assemblée nationale. Et on travaille ensemble et on construit ensemble. Mais est-ce que vous le ferez encore demain ? Mais bien sûr, mais c'est mon souhait ardent. Oui. C'est mon souhait ardent et moi je m'y emploierai. Oui. Je m'y emploierai comme je me suis toujours employé, parce que je ne me trompe pas d'adversaire politique. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte quand même d'un autre parti à côté du PS qui se crée ? On dit que certains sont en train d'essayer de mettre ça en place. On peut nourrir toutes les craintes. Ce que je sais, c'est que, vous savez, c'est la richesse des mathématiques. On peut toujours diviser par 2 les choses, quelle que soit la taille de cette chose. Mais c'est assez infertile, je le crains. Donc, plutôt que d'imaginer les scénarios du pire, regardons l'avenir avec exigence envers nous-mêmes, et puis au service des Français. Bon, alors il y a cette fameuse réforme des retraites que vous venez d'évoquer aussi. Discuter, ajuster, oui, mais pas au-delà, dit Emmanuel Macron, qui reste déterminé. Vous comprenez cette détermination du gouvernement ? Vous pensez qu'il ira jusqu'au bout ? Écoutez, il y a un côté forcené chez Emmanuel Macron. Et puis il est capable de dire une chose et son contraire, puisque lorsque on évoquait la possibilité de reporter l'âge légal dans la dernière mandature, il disait ah non, surtout pas. Il y a quelques années, en 2010, c'était Olivier Dussopt qui était contre la retraite à 62 ans. Bon, il est constant, il est toujours contre la retraite à 62 ans. Maintenant, il est pour la retraite à 64. Il était même peut-être pour celle à 65. Donc j'entends le front syndical à l'unisson dire non. La gauche à l'unisson dire non, les socialistes, tous ensemble. Dire non à cette mesure d'âge. J'entends que les Républicains, pour un certain nombre d'entre eux, ne sont pas prêts à soutenir cette réforme. Et le dernier comptage, dont un certain nombre de vos collègues se font les échos... ils sont un peu divisés. Sont de mauvais augure. Dans la majorité même, il y a des doutes, parce que qu'est-ce que constatent les syndicats, les organisations syndicales ? Le Rassemblement national. C'est que c'est un impôt sur la vie. Un impôt sur la vie des gens. Voilà, c'est ça la réalité. Si on essaie d'être un tout petit peu pédagogique, est-ce que Gabriel Attal a raison de dire que si c'est pas ça, c'est la faillite de nos retraites ? Non, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, le président du Conseil d'orientation des retraites a dit avec netteté qu'il n'y avait pas de dérive immaîtrisée ni de péril imminent sur ces systèmes de retraite. Donc vous accusez Gabriel Attal de délivrer des fake news, quoi ? Ah oui, en tout cas d'avoir une lecture partielle et partiale. D'un certain nombre de documents, et notamment des rapports du Conseil d'orientation des retraites. Il se refuse à faire payer ceux qui en auraient les moyens. Après, le quoi qu'il en coûte, il va en coûter aux classes populaires, aux classes moyennes, aux seniors et aux femmes. Vos collègues du Parisien ce matin font la démonstration qu'elles vont être les perdants de cette réforme, qu'elles vont devoir... Dans l'allongement de la durée du travail. Olivier Dussopt disait le contraire. Ben oui, là aussi, c'est une fake news. Regardez, et c'est même dans l'étude d'impact du gouvernement, les femmes de la génération 80 vont devoir travailler 2 fois plus longtemps que les hommes. Est-ce que c'est une mesure de justice ? Non, c'est une mesure d'injustice. Oui, et pourtant, alors vous dites Olivier Dussopt ou Emmanuel Macron avait un autre discours. Vous aussi, sous François Hollande, je rappelle quand même qu'il y a la réforme Touraine et les 43 ans d'annuité. Mais vous n'avez pas le sentiment, du coup, que les Français ont déjà fait les efforts ? Moi, vous savez, j'entends la réforme Touraine, mais la réforme Touraine, elle prévoyait aussi 4 critères de pénibilité qui ont été retirés par le gouvernement. L'exposition aux produits chimiques, les charges lourdes, les vibrations. Vous savez, on a probablement, qui nous écoutent ce matin, des charpentiers. Vous savez ce que c'est le dos d'un charpentier à 55 ans ? On a probablement des aides-soignantes, des aides à domicile. Vous
savez ce que c'est, les épaules, les bras? J'avais une aide à domicile. On avait un pilote de ligne qui nous disait aussi à 60 ans tout à l'heure, moi vous savez, je ne sais pas si je pourrais conduire de la même manière à 63, 64 ans. Ce sont des questions, sûr, non, mais ce sont des questions qui se posent, et donc des mesures de justice. Et, vous savez, vous avez entre les 5% de Français les plus riches et les 5% de Français les plus pauvres, il y a 13 ans de différence d'espérance de vie. Entre un cadre et un ouvrier, 7 ans. Un égoutier, ceux qui travaillent dans les égouts, ils meurent en moyenne 11 ans avant la moyenne nationale. Vous savez que ce truc, c'est juste, hein? Est-ce que ceux-là n'ont pas le droit de partir plus tôt? Donc, est-ce que ça veut dire que, par exemple, s'il y avait des critères de pénibilité qui étaient remis en place beaucoup plus conséquents, vous seriez prêt tout de même à adopter cette réforme des retraites, si je vous dis, avec Boris Vallaud? Non, qu'il y a un sujet sur la pénibilité, sur l'usure au travail. Ouais. Oui, nous l'avons dit depuis 5 ans quand nous nous sommes opposés à l'enterrement de première classe du compte de prévention de la pénibilité par le gouvernement Macron. Est-ce qu'il y a un problème de retraite des femmes, de pension des femmes? C'est que si on rémunérait de la même manière les hommes et les femmes, il y aurait 5 milliards de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. Est-ce qu'on doit travailler là-dessus? Évidemment. Est-ce qu'il y a un sujet d'emploi des seniors? 1 sur 2 n'est pas en emploi au moment de la retraite. Oui. Ouais. Est-ce que la réponse, c'est travailler plus longtemps, cet impôt sur la vie des gens, sur la vie des plus modestes, sur la vie des femmes, sur la vie des seniors? Je dis non. Et donc, c'est pas parce que il y a dans la cuillère du miel autour du cachet amer qu'on va avaler la cuillère. Je comprends pas trop votre définition, Boris Vallaud, à vrai dire, d'un impôt sur la vie des gens. C'est plutôt, c'est pas forcément un impôt sur la vie des gens, c'est une garantie qu'on met de l'argent de côté pour essayer de passer des jours un peu tranquilles, non, Boris Vallaud? Je vais être très concret. Votre définition de la retraite, là. Alors, vous voulez que je vous dise exactement ce que ça veut dire, un impôt sur la vie des gens? C'est-à-dire que quand vous repoussez l'âge de départ légal à la retraite, la probabilité, quand vous êtes un Français modeste, une Française modeste, de mourir avant la retraite augmente, beaucoup plus que pour les très hauts revenus. Ça veut dire que votre durée de vie en bonne santé à la retraite diminue. Ça veut dire que la durée de votre retraite diminue. Et par exemple, pour 40% de Français les plus modestes, c'est une durée de retraite amputée de 15%. Voilà l'impôt sur la vie. Et il y a d'autres possibilités, si on considère ce déficit, de financer cela. Bon, donc, si je vous suis les organisations syndicales comme nous, on fait des propositions. Vous voyez, des surcotisations pour les hauts revenus, par exemple. L'augmentation du taux d'emploi des seniors. Vous augmentez de 10% le taux d'emploi des seniors et vous équilibrez le système. Il faut que les entreprises souhaitent. Il y aurait un index, mais est-ce que ça suffira? C'est pas évident, ça, en fait. Hein, écoutez, non, je suis d'accord avec vous que l'index, c'est pas suffisant. Évidemment. Mais si vous prenez l'emploi des seniors, dans les pays nordiques où le taux d'emploi est plus élevé, l'effort de formation des seniors est 3 fois plus important que ce qui est en France. Bon, Olivier Dussopt comme Emmanuel Macron disent qu'ils vont aller jusqu'au bout avec la réforme à 64 ans. Et vous, quel est votre sentiment ce matin, votre pronostic entre guillemets? Je leur dis, c'est déraisonnable d'être des obstinés de la sorte, que ce ne sont pas les Français qui ne comprennent pas le gouvernement, c'est le gouvernement qui ne comprend pas les Français, qu'il y a des possibilités de financement plus justes, qu'il y a la possibilité d'améliorer la justice du système, mais pas en faisant rembourser le quoi qu'il en coûte à ceux qu'on a applaudis à 20h. Oui. Mais donc vous pensez que la réforme n'ira pas jusqu'au bout? Je souhaite qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Et les Français, dans leur très grande majorité, souhaitent qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Oui. Un dernier mot aussi sur l'inflation. Est-ce que le Parti socialiste, puisque vous avez des débats là en ce moment pour les différentes lignes pour voter, et puis il y aura le Congrès, est-ce que vous êtes entendu sur la bataille en fait des prix, sur tout ce qui se passe en fait au niveau de l'inflation aujourd'hui? Non, et on ne l'est pas entendu sur un point qui est crucial, qui est la question des salaires et du niveau du SMIC. Nous disons, et nous faisons le constat, que depuis 2008, les salaires des 10% de Français les plus riches ont augmenté 3 fois plus vite que les 10% de Français les plus pauvres. Il y a un problème de partage de la richesse, de décence commune, parce qu'on voit des rémunérations de grands patrons qui sont démentielles et indécentes. On dit qu'il faut augmenter les salaires et que c'est le meilleur moyen de répondre au pouvoir de vivre. Qu'est-ce que vous pensez des menaces d'action de la CGT Énergie, par exemple, qui dit on va baisser les factures des boulangers directement? Écoutez, je pense que c'est d'abord au gouvernement de baisser la facture des boulangers. Bien sûr, mais là, ils ont manifesté hier. Moi, chez moi, dans ma circonscription, dans les Landes, j'ai plusieurs boulangers au bord des larmes qui appellent au secours parce qu'ils vont mettre la clé sur la porte alors qu'ils sont debout tous les matins à 4 heures, qui bossent comme des chiens parce qu'ils demandent le tarif réglementé.
Et ça, je crois qu'il faut que le gouvernement l'entende. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Bah oui, il y a eu des aides et il y a eu des dispositifs mis en place. Je dis que pour un certain nombre de boulangers, ça n'est pas suffisant. Ils l'ont dit hier dans la rue. Franchement, il faut les sauver parce que dans mes petits villages, là, les Landes, de Chalos, etc., le boulanger, je vous assure que c'est un service public. Oui. Merci Boris Vallaud, député socialiste et président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Merci de votre invitation. qui était ce matin l'invité de Sud Radio. Et je rappelle d'ailleurs aussi au passage que Nicolas Mayer-Rossignol sera l'invité de Sud Radio tout à l'heure à midi, de Jean-Jacques Bourdin aux environs de midi.